encore admettre d'autres personnes. Bon, voici. Le pied. Donc, le pied, c'est la partie la plus distale du membre inférieur. Bon, moi ça. OK. Il comprend la cheville. Et il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Donc, il comprend la cheville ou articulation entre le tibia et le tarse, qu'on appelle donc articulation tibio-tarsienne, le métatarse et les orteils. Il y a 5 orteils. Le plus gros est l'hallux et il est en dedans. Et tandis que latéralement, nous avons 4 orteils et qui se terminent par le cinquième qu'on appelle encore le petit orteil. Le, ok. Le pied a une face supérieure, le dos du pied et une face inférieure qui est la plante des pieds, partie qui est hypersensible. Pourquoi? Parce que le pied doit donner toute une série d'informations sur l'état du sol, s'il est en pente, s'il est pas s'il est en pente, s'il est plat, s'il y a des accidents de terrain, par exemple, s'il y a une pierre, tout et tout. C'est pour ça que la plante du pied est aussi sensible. L'adduction et l'abduction des orteils sont définis en fonction de l'axe du deuxième orteil, comme on le voit sur le schéma. Si, OK? Donc, quand les orteils s'écartent du deuxième orteil, on a une abduction. C'est-à-dire que quand ils se rapprochent, euh, ah, on va continuer sur tout droit de bête déjà. Et lorsqu'ils se rapprochent du deuxième orteil, c'est une adduction. OK? Donc, à l'inverse de la main où le pouce est orienté à 90 degrés pour justement permettre la préhension, le gros orteil, c'est-à-dire la luxe, est orienté dans le même plan que les autres orteils. Le pied en contact avec le sol constitue une plateforme stable. Et en plus, comme on a vu lorsqu'on avait vu la marche, et il assure la projection en avant du corps pendant la marche. Bon, ça, c'était la partie la moins indigeste. Alors, j'espère que tout le monde va prendre son courage à deux mains pour le squelette. Il y a 3 groupes d'eau. Donc, dans le français, on dit un os des os. Donc, il y a 3 groupes d'eau au niveau du pied. Les os du tarse et les os du tarse ici et suivi par les métatarsiens au nombre de 5. Les os du tarse qui sont au nombre de 7. Vous commencez à comprendre que je vous dis que ça va être un petit peu endormant le cours. Les métatarsiens de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5, et en fin de compte, les phalanges qui sont sous des orteils. Chaque orteil a 3 phalanges, à l'exception de la luxe, qui même se contente de n'en avoir que 2. Si vous demandez pourquoi. Le torse. Enfin, une petite introduction sur le torse. Les os du torse sont divisés en 2 groupes. Un groupe proximal et un groupe distal avec un os intermédiaire. OK? Le groupe proximal comporte 2 os volumineux. C'est normal qu'ils soient volumineux parce que justement, ils doivent supporter tout le poids du corps. Donc, 2 os volumineux qui sont le talus. Attention aux faux amis.
et le calcaneus. Donc, talus veut dire petit monticule. Talus, ça n'a rien à voir avec le talon. L'os du talon est le calcaneus. Donc, le talus en haut est l'os le plus élevé du pied, situé à son sommet. Il repose sur le calcaneus. Situé au sommet du pied, il repose sur le calcaneus et s'articule en haut avec le tibia et la fibula, qui ne sont pas représentés sur le schéma, formant l'articulation tibio-tarsienne ou cheville. Il s'articule aussi en avant avec l'os intermédiaire du torse, qui est l'os naviculaire, appelé ainsi parce qu'on trouve qu'il a la forme d'une barque, OK? Tandis que l'os naviculaire situé sur le bord médial du pied. Tandis qu'en dessous, on va avoir le calcaneus, qui est le plus grand des os du torse, ce qui est tout à fait normal parce que c'est lui qui doit supporter tout le poids du corps, OK? Et forme l'ossature du talon. En avant, il s'articule avec l'un des os du groupe distal des os du torse, qui est le cuboïde, qu'on retrouve ici. Sur le bord latéral du pied. Le gros orteil, c'est le bord médial, l'hallux, puisque le cinquième doigt, c'est le bord latéral. Ensuite, on voit les os séparément. Je ne vais pas les dire, parce que sinon, tout le monde va se mettre à dormir. Donc, vous avez le talus, vous avez la vue médiale et la vue plantaire du talus, OK? Et on aura donc une tête avec un col massif qui va relier la tête au corps. Il y aura une face supérieure où on va retrouver les surfaces qui vont s'articuler avec l'extrémité distale du tibia ici et la malléole médiale. Nous avons une surface inférieure qui est caractérisée par la continuité de la surface articulaire avec le naviculaire en avant et deux surfaces, les surfaces antérieures et postérieures qui s'articulent avec le calcaneus qui est en dessous. Tandis que de ce côté-là, on va retrouver le ligament, la surface articulaire avec le ligament calcanaviculaire. Bon, ici, calcanéo-naviculaire. Ici, on va retrouver un sillon qu'on appelle le sulcus thali. Et naturellement, sur la face inférieure, on va retrouver la facette articulaire calcanéum postérieure. Ok. L'extrémité postérieure, ok, va être l'extrémité postérieure va être caractérisée par le processus postérieur du talus qui va avoir le tubercule médial et le tubercule latéral. Je préfère le faire sur le schéma parce que si je me mets à lire le texte, ça va être compliqué. Maintenant, en dessous, on va retrouver le calcaneus, l'os le plus massif. Et nous avons trois vues. Une vue supérieure, donc vue de haut, une vue inférieure ici, et une vue latérale. Donc, je me permets de vous rappeler la disposition des os. On va devoir comprendre pourquoi est-ce qu'il y a le pied est creux. Regardez bien. Il y a un qui est en haut, talus, et un qui est en bas. Le talus va avoir tendance à s'incliner. Donc, la tête du talus va avoir tendance à s'incliner vers le bas, tandis que la tête du calcaneus va plutôt avoir tendance à s'incliner vers le haut. Ce qui fait que l'os intermédiaire et l'os cuboïde vont presque avoir le même niveau, bien que au niveau du talus, ce sera un petit peu plus haut. Mais même pour l'orientation des os, regardez l'orientation des os, le talus se dirige en dedans, tandis que le calcaneus, il est en dehors, mais il reste plus ou moins droit. C'est pour cela que les surfaces dirigent en dehors et en bas, tandis que l'autre, c'est plutôt en dedans, mais c'est plutôt en ligne droite.
OK? Et c'est pour ça que les surfaces articulaires que l'on va retrouver au niveau du calcaneus seront en dedans. Sur une vue supérieure, si on n'a pas montré, et que là, on a montré, vous voyez, c'est le bord latéral, médial et médial. Vous pouvez toujours savoir où est médial, c'est là où nous avons les surfaces articulaires. OK? Donc, vous avez des surfaces articulaires antérieures qui vont s'articuler avec le talus, OK? Et on va retrouver maintenant ce qui va correspondre au sillon qu'on avait au niveau du talus, qui est le sillon calcanéen. OK? On le retrouve ici au niveau de la face supérieure. Tandis que à la face inférieure, notez ce qu'on appelle le tubercule calcanéen, parce que au niveau de ce tubercule, euh, vous avez ce qu'on s'est appelé euh, l'éperon calcanéen qui va venir se développer chez certaines personnes. Je crois que certains d'entre vous doivent avoir des parents qui ont ce qu'on appelle un éperon calcanéen, et mais ce n'est pas une maladie, et c'est pas l'éperon qui est responsable de de la douleur. L'éperon calcanéen n'est pas développé dans le livre, donc rappelez-moi pour que je vous en parle un petit brin parce que c'est quand même une pathologie qui est assez commune. Ok. Donc, le tendon d'Achille va venir s'insérer sur la partie intermédiaire et de l'extrémité postérieure. Et tandis que la partie aïe, aïe. c'est, le problème, c'est que chaque fois que je dois admettre quelqu'un, je perds mon pointeur. Alors, on reprend. Au niveau de la tubérosité, OK, calcanéenne, donc à l'arrière, on va retrouver l'insertion, on va retrouver trois parties, une partie supérieure, moyenne et inférieure, OK? Et c'est sur la partie intermédiaire, moyenne, on va retrouver la tâche du ligament, euh, la tâche du tendon d'Achille, tandis qu'au-dessus, il va y avoir une petite surface pour l'insertion d'une bourse séreuse. Pourquoi il y a une bourse séreuse? Parce que le tendon, parce que le tendon d'Achille va avoir tendance à frotter sur la partie supérieure haute, la partie haute de la surface. Et on peut avoir une érosion sur un cas gragé tendon. Donc, pour éviter ça, on va avoir une bourse séreuse à ce niveau. Raison que j'ignore. Attendez un instant. Je dois admettre encore deux personnes. C'est là qu'on était. Admettre une autre personne encore, ça devient fatigant. Maintenant, les deux sillons mis ensemble, celui qui on trouvait sur la face inférieure du talus et l'autre sur la face supérieure du calcaneus, vont former le fameux sinus du tarse dont on verra l'importance après. Maintenant, on a fini avec la partie, le groupe proximal du tarse. Maintenant, on va voir le groupe distal. Et, et là-dedans, on a le fameux l'oschia.
On a l'os qui a la forme d'une barque qu'on appelle l'os naviculaire, qui va s'articuler avec le talus, tandis que le cuboïde lui-même va s'articuler avec le calcanéus. Ok, donc, comme vous voyez, je suis passé à pieds joints. De toute façon, je crois que maintenant, vous pouvez faire ça tout seul. Donc, faisons suite au tarse. Vous avez les métatarsiens qui vont s'articuler chacun avec un, un, un os du tarse, sauf les deux derniers qui s'articulent, sauf les deux derniers qui s'articulent avec la dernière rangée. Donc, j'ai oublié de les noter parce que chaque fois que je dois prendre quelqu'un, ça me gêne un petit peu, admettre quelqu'un. Donc, vous avez le cuboïde et les trois cunéiformes. OK? Ça, agrandir. Nous avons le cuboïde pour le groupe distal des os du tarse. J'ai dû admettre quelqu'un encore. Donc, vous avez, je ne peux plus vous montrer avec le pointeur que j'ai agrandi comme ça. Donc, vous avez le groupe distal avec le cuboïde et puis trois cunéiformes. De médial, vous avez donc un médial, un latéral, et entre les deux, vous allez avoir un intermédiaire. Les métatarsiens, au nombre de 5, suivis par les phalanges. Bon, maintenant, on va avoir les articulations. L'articulation, Monsieur, c'est un petit peu, monsieur, s'il vous plaît, oui, reprenez-vous ma partie. tu peux me dire ça plus fort? Reprenez pour moi le, la partie, disons, groupe distal des auditeurs. C'est montré, on voit ça sur le schéma, que veux-tu que je te montre encore? Hein? Vous avez ici, OK? Ici, vous avez le cuboïde, il est droit, cunéiforme. Vous avez le médial, le latéral, et entre les deux, vous avez l'intermédiaire. Merci, Les, art- monsieur. les articulations. De rien. Les articulations maintenant. Nous avons d'abord l'articulation tibio-tarsienne, que on représente bien comme cela. Donc, l'articulation tibio-tarsienne, et qui est une articulation de type synovial, qui unit le talus du pied, le tibia et la fibula de la jambe. Et donc, c'est l'articulation principale pour la cheville. OK? Euh, donc, la cheville permet principalement, comme une charrière, d'un mouvement de flexion dorsale et de flexion plantaire. Cette articulation-là, c'est ce qu'elle va permettre sur la jambe. L'extrémité distale de la fibula est fermement unie à l'extrémité distale du tibia par de solides ligaments. Et le tibia et la fibula forment ensemble une cavité qu'on va appeler, et cette cavité, on va l'appeler la mortaise. Et que je vous montre, ici donc, nous avons la cavité dans laquelle on va retrouver la malléole médiale, la malléole latérale et la face inférieure du tibia. Et donc, cette cavité forme la mortaise. Euh, d'accord. Ensuite,
On peut avoir des fractures du talus, le premier temps, et d'autant plus que le talus peut perdre sa vascularisation. Mais contentez-vous pour les fractures du talus, vous devez simplement pouvoir les reconnaître sur une radiographie. Et maintenant, partie plus importante, ce sont les ligaments de la cheville, parce que les ligaments de la cheville vont être responsables de ce qu'on appelle l'entorse de la cheville. Ok. Donc, les ligaments de la cheville, nous avons deux ligaments. Le Monsieur, ligament, oui. on n'a rien vu au niveau de la facture, non? Vous n'avez pas vu la fracture? Non, vous parlez trop vite. Ah, comme ça. Bon, je vais reprendre pour la fracture. Le problème que j'ai c'est que chaque fois, j'oublie de mettre mon pointeur parce que je dois admettre des gens. Il y a une certaine Cathy que j'étais obligé de... Là, vous voyez pas la fracture ici? Vous avez bien le talus et la fracture du talus que l'on retrouve ici. Donc, c'est cette partie-là que l'on a agrandie. OK? Donc, le talus peut perdre sa vascularisation, OK, parce que l'irrigation sanguine du talus se fait par une branche de l'artère tibiale postérieure au niveau du canal tarsien. OK? Et c'est une seule artère qui vascularise le col et le corps du talus. Autrement dit, lorsque votre talus est cassé, il y a une partie qui risque de ne plus être vascularisée et qui va se nécroser. Il va donc mourir. Donc, maintenant, les ligaments. Nous avons le ligament collatéral tibial, OK? Encore appelé ligament deltoïde. Ça veut dire, on se rappelle, deltoïde veut dire qu'il a la forme de triangle avec donc un sommet, une base des côtés. OK? Et ce ligament est divisé en quatre parties suivant les insertions inférieures. Donc, tout, c'est au même endroit que les insertions supérieures, tandis que les insertions inférieures, on va avoir plusieurs parties. OK? La partie du ligament qui s'attache en avant au tubercule de l'os naviculaire et en arrière au bord du ligament calcanéo-naviculaire, c'est la partie appelée partie tibio-naviculaire. Voyez ici, la partie tibio-naviculaire. Ensuite, il y a la partie tibio-calcanéenne, OK? Et le troisième, qui est la partie postérieure tibio-talaire. Et on va admettre Mademoiselle Émile et Mademoiselle Tevas. OK. De l'autre côté, nous n'avons pas un ligament qui est aussi ferme, qui est aussi étalé. On a plutôt trois branches. OK? Donc, nous avons le ligament talofibulaire antérieur. OK? Le ligament talofibulaire postérieur et le ligament calcanéo-fibulaire. Tous ces ligaments permettent d'avoir une certaine stabilité au de, au niveau de la cheville. Ok. Maintenant, les articulations intertarsiennes, ce sont des articulations synoviales, autrement dit qui ont une cavité articulaire, une membrane synoviale, et qui sont doublées par des ligaments qui renforcent la capsule articulaire. Donc, les nombreuses articulations synoviales unissant les os du torse assurent des mouvements complexes, qui sont l'inversion et l'éversion, d'une part, la supination et la pronation d'autre part. Attendez-moi 2 minutes. Alors, je suis en train de faire un coup. Bon, OK. Donc, l'inversion est un mouvement
Donc, j'ai montré ça. Si vous voulez admirer la beauté de mon pied, est-ce que c'est mon pied réellement? L'inversion est un mouvement de rotation médiale de la totalité de la plante des pieds qui regarde médial. OK? Donc, dans l'inversion, la plante du pied regarde en dedans. OK? Tandis que l'éversion, c'est le contraire. La plante du pied essaye de regarder latéral. C'est visible à montrer pour l'inversion et l'éversion. OK? Mais pour la supination, c'est pas, c'est pas visible. J'aurais plutôt dû prendre une autre vue pour le pied. Parce que la pronation, dans la pronation, OK, le bord, dans la pronation, le bord latéral du pied est élevé. C'est-à-dire le bord ça, c'est pas en contact avec le sol. Est-ce que dans la supination, c'est le contraire? Et c'est pas évident avec les schémas. Mais quand je viendrai jeudi, on essaiera de reprendre ça. Et bon, vous avez les articulations intertarsales, ok, dont la plus importante, c'est l'articulation transverse du tarse, ok, qu'on appelle transverse, c'est qu'elle sépare le tarse en deux groupes, un groupe proximal et un groupe distal. Articulation est appelée articulation transverse du tarse. Ok? Vous avez l'articulation en dessous du talus, subtalaire, et enfin, là, je vais m'attarder un petit peu plus. Vous avez les luxations, pardon, les entorses et les fractures de la cheville. Alors, pour comprendre la complexité des fractures de la cheville, pour comprendre la complexité de la cheville, parce que, en fin de compte, la cheville, ce n'est pas une articulation. La cheville, c'est un complexe articulaire. Ok? Donc, c'est plusieurs articulations qui, mises ensemble, donnent l'articulation de la cheville et permet d'avoir tous ces mouvements qu'on a vus, inversion, éversion, supination et pronation. Donc, lorsque vous allez avoir un traumatisme au niveau de la cheville, vous devez imaginer que la cheville forme un cadre. Ok? Donc, la partie supérieure est faite de la malléole médiale, ok? L'espace compris entre le tibia et le talus et la malléole latérale, puisque les côtés sont ici. Donc, vous avez ce qu'on appelle un anneau. OK? Donc, la cheville et ses structures annexes peuvent être considérées comme un anneau ostéofibreux orienté dans le plan frontal. Donc, c'est dans le même plan que le front. La partie supérieure de l'anneau est formée par l'articulation entre les extrémités de la fibula et du tibia et par l'articulation elle-même. Ok? Puisque les côtés de l'anneau sont formés par les ligaments qui unissent les malléoles, ok, latérales et médiales aux os du tarse. La partie inférieure de l'anneau ne concerne pas la cheville, mais comprend l'articulation subtalaire, que c'est un petit peu compliqué pour l'avoir là, tandis que pour l'avoir mieux ici. Et ces ligaments. Visualiser la cheville et ses structures annexes comme un anneau ostéofibreux permet au médecin de prévoir le type de troubles pouvant résulter d'un traumatisme défini. Et au niveau de la cheville, vous avez deux, deux possibilités de traumatisme. On avait retrouvé la même chose au niveau du genou. OK? Mais pour le genou, on parlait de préférence d'un stress en valgus, mais d'un stress en varus. Parce que pour la cheville, on va parler d'un traumatisme en inversion, OK? On retrouve ici, et un traumatisme en éversion, OK? Et un traumatisme en éversion peut fracturer la malléole médiale et déchirer les ligaments amarrant la malléole latérale aux os du tarse.
L'anneau peut être rompu non seulement par des liaisons des os qui produisent des fractures, mais aussi par des lésions ligamentaires. À la différence des fractures, les lésions ligamentaires ne peuvent être décelées par les radiographies standards parce que les ligaments ne se voient pas à la radiographie. Et quand une fracture est décelée sur les radiographies standards, le médecin doit toujours penser aux ruptures ligamentaires associées possibles. Ok? Donc, vous avez ça en éversion et en inversion. Ok? Je montrerai ça de façon plus détaillée lorsque je ferai le cours pour que vous puissiez comprendre ce que les traumatismes vont créer en présentiel. Et vous avez les fameux critères d'Ottawa. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a parlé des critères d'Ottawa dans le livre. OK? En fait, compte, le critère d'Ottawa, c'est pour éviter de demander des radiographies pour rien. Donc, après un traumatisme, vous avez la même chose pour le genou, mais je ne sais pas pourquoi le livre n'a pas parlé des critères d'Ottawa pour le genou. Après un traumatisme de la cheville, une évaluation clinique peut être faite. Une évaluation clinique, c'est-à-dire que vous regardez, vous palpez. Et si vous faites une radiographie, c'est une évaluation paraclinique. Donc, après un traumatisme de la cheville, une évaluation clinique peut être faite suivant les critères d'Ottawa. Bon, Christy Cadet et un Zoll qui viennent d'arriver. Après un traumatisme de la cheville, une évaluation clinique peut être faite suivant les critères d'Ottawa, dont le but est de réduire les examens complémentaires, notamment les radiographies, et de renseigner sur la gravité éventuelle des lésions. Les radiographies seront demandées dans le cas suivant. Donc, c'est bien ça, les critères d'Ottawa, c'est pour savoir si ça vaut la peine ou pas faire des radiographies. Douleur à la palpation des 6 derniers centimètres de la face postérieure du tibia. Douleur à la palpation des 6 derniers centimètres de la fibula. Moi, je préfère tapoter légèrement. C'est plus simple que d'essayer de calculer les 6 centimètres. Donc, tout ça, on le fera en présentiel. Rappelez-moi, parce qu'on n'aime pas tête, la marche, 4 pas, est impossible après le traumatisme. Et donc, si vous avez ces douleurs au niveau des os, ok, et si la personne ne peut pas marcher, à ce moment-là, vous demandez des radiographies. Mais si la personne peut faire l'appui et qu'il n'y a pas de douleur au niveau des os, donc ça veut dire que c'est une simple entorse, on ne va pas demander des radiographies. OK? Maintenant, autre cas pour les radiographies, si vous avez une douleur à la base du cinquième métatarsien, une douleur au niveau de l'os naviculaire, OK, et toujours la possibilité de faire 4 pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les critères d'Ottawa, c'est pourquoi, quand demander une radiographie. Malheureusement, il y a certains médecins, debout, fou les chevilles, il va me connaître, pour bon faire radiographie. Et c'est un petit peu embêtant parce que les radiographies, maintenant, ça coûte entre 15 à 20 000 gouttes. On peut faire 15 à 20 000 gouttes pour une simple, parce que c'est 15 à 20 000 gouttes pour une simple entorse. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. OK? Donc, ce sont les critères d'Ottawa qui finissent euh, ce qu'on avait vu sur les fractures et entorses de la cheville. OK? Donc, nous avons l'articulation talo-calcanéo-naviculaire, qui est une articulation complexe dans laquelle la tête du talus s'articule avec le calcaneus. Vous avez le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, qu'on appelle encore le spring ligament, et l'os naviculaire en avant. L'articulation talo-calcanéo-naviculaire permet des mouvements de glissement et de rotation qui, avec des mouvements similaires de l'articulation subtalaire, permettent justement les fameux mouvements d'inversion et d'éversion, ainsi que de pronation et de supination. Et les éléments de l'articulation talo-calcanéo-naviculaire entre le tanus et le calcanéus sont les facettes intérieures, moyennes. Bon, là, je n'insiste pas. OK, du moment que vous savez où se trouve cette articulation, ça va. Et le schéma qui vous intéresse maintenant, c'est celui-ci. Parce que là, vous avez les ligaments qui vont expliquer pourquoi le pied est creux. Alors, le pied est creux euh, à cause.
vous avez une cause osseuse. Le talus est en haut, le calcanéus est en bas, les raisons osseuses. Vous avez des raisons montrées ici ligamentaires, mais aussi vous allez avoir des raisons musculaires. Ok, donc ça, c'est le tendon de muscle. Là, vous avez les ligaments. Mes amis, et vous cap fini toujours à 9 heures. Jeudi Jean-Baptiste et Salomon Gaël. OK? Excusez-moi, monsieur. Oui, vas-y. Vous parlez trop vite. Je parle trop vite. Alors, je tiens à exprimer une certaine idée qui veut que tout ce que j'ai dit se trouve dans le livre. De toute façon, cette présentation est enregistrée et je vous enverrai le lien si vous voulez revoir cette présentation. OK? Donc, c'est pas la peine d'avoir peur si vous voyez que je parle trop vite. De toute façon, c'est enregistré et jeudi, en présentiel, je reverrai les parties les plus importantes, OK, comme la palpation. Bon, il y a quelqu'un qui me dit problème de réseau, ça, je ne peux rien faire pour ça. OK? D'accord. Donc, pour ce schéma-là, ce qui est important dans ce schéma-là, OK, ça explique pourquoi est-ce que le pied est creux. Donc, on a fini avec les articulations du torse. Maintenant, on a les articulations tarso-métatarsiennes, OK? Donc, entre le torse et les métatarses. Donc, ces articulations unissent les métatarsiens et les os du torse, OK? Et ce sont des articulations planes qui permettent des mouvements limités de glissement. Le degré de mobilité de l'articulation tarso-métatarsienne entre le métatarsien de l'hallux et le cunéiforme médial est plus grand que celui des articulations tarso-métatarsiennes. Il permet des mouvements de flexion, d'extension et de rotation. Donc, l'hallux a une plus grande mobilité que les autres os. OK? Donc, vous avez des ligaments métatarsiens transverses qui vont stabiliser le pied. Et maintenant, en clinique, qu'est-ce qu'on va voir? C'est le fameux hallux valgus. Et j'en parle parce que le livre en parle, mais j'ai rarement vu ça en Haïti. Alors, dans les populations noires, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que dans les populations blanches, ça se voit. Et on laisse croire, on veut croire, on Madame voudrait Sylvie, croire. Oui? m'a fait comme ça? Et Star 5, quel est ton problème? Ah, pour merci. OK. Donc, vous avez ici la luxe qui va en dehors. Songez, en dehors, il vague sous respire. On appelle ça un hallux valgus. L'hallux valgus apparaît au niveau de la première articulation métatarso-phalangienne. C'est une région très importante du pied parce que croisée par des tendons et des ligaments qui transmettent et distribuent le poids du corps pendant la marche. Des contraintes anormales dans cette région de l'articulation peuvent provoquer la survenue de l'hallux valgus, communément appelé oignon. Donc, oignon, c'est cette partie-là qui va frotter sur, cette partie-là qui va frotter sur le pied qu'on appelle donc oignon. Cliniquement, l'hallux valgus est une protubérance de l'os et des parties molles au niveau de la face médiale de la première articulation métatarso-phalangienne. L'aggravation se poursuit par une déformation croissante de l'hallux qui tend à chevaucher les orteils voisins. Et si nous avons la remontée du deuxième orteil qui a été avec, à cause des souliers, justement, l'apparition de deuxième oignon. Okay? Cette déformation est fréquente chez les femmes et de façon générale tend à survenir chez les femmes qui utilisent des chaussures
attales en haut et des chaussures pointues. Bon, est-ce que c'est vrai? Parce que pourquoi on ne retrouve pas ça chez les Noirs? Et l'ostéoporose et les facteurs héréditaires, bon, je pense que c'est ça qui est beaucoup plus important. L'ostéoporose et les facteurs héréditaires sont aussi des facteurs de risque. Typiquement, les patients se plaignent de douleurs, de gonflements et d'inflammation. La luxe valgus tend à s'aggraver et peut poser des problèmes de chaussage. Le traitement initial consiste à utiliser des pansements pour réduire le contact avec la chaussure. Bon, on trouve que bon, j'ai traitement, c'est fait mon marcher pied à terre. Bon, mais on peut pas voir ça. Donc, le traitement initial consiste à utiliser des pansements pour réduire le contact avec la chaussure ou à modifier les chaussures. Les anti-inflammatoires sont peu efficaces. Certains patients doivent recourir à la chirurgie dans le but de réaligner la luxe valgus, mais ce dont on n'a pas parlé là, c'est que nous allons avoir une malposition de deux petits os sésamoïdes que nous avons à la base. Donc, on en voit un ici. OK? Maintenant, le canal métatarsien, on va parler du canal métatarsien, de rétinaculum et de structure de la cheville. Et le canal métatarsien est assez important parce que si vous voulez, par exemple, anesthésier tout le bord médial du pied, OK, en infiltrant, c'est-à-dire en mettant de l'anesthésie à ce moment-là, à ce côté-là, de ce côté-là, OK, on va pouvoir avoir atteint le nerf tibial postérieur et faire l'anesthésie du pied. Alors, du bord médial du pied. Donc, le canal tarsien est situé sur le bord postéromédial de la cheville. Il est constitué par une dépression formée par la malléole médiale du tibia, la face médiale et postérieure du talus et naturellement la face médiale du calcaneus avec une partie de la face inférieure du fameux substatuum tali du calcaneus. Et, on rappelle, c'est ce sillon qu'on retrouve au niveau du corps. Et il est fermé en bas par le rétinaculum des fléchisseurs, OK? Par le rétinaculum des fléchisseurs. Et ce canal, donc le rétinaculum des fléchisseurs, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, on le voit sans le contenu. Ce sont les limites et là, c'est le contenu. Le rétinaculum des fléchisseurs est une large bande de tissu conjonctif semblable à une sangle qui s'étend sur la cavité formée par la malléole médiale, les faces médiale et postérieure du talus, la face médiale du calcaneus et la face inférieure du substataculum tali. Il s'attache en haut à la malléole médiale et en bas et en arrière au bord inféromédial du calcaneus. Le rétinaculum se prolonge en haut avec le fascia profond de la jambe. On se rappelle, cette espèce de grande chaussette ou bien de grand pas qui enveloppe tout le membre inférieur. Donc, il se prolonge en haut avec le fascia profond. Donc, il se prolonge en haut avec le fascia profond de la jambe et plus bas, il est en continuité avec le fascia profond et en particulier l'aponévrose plantaire. Des cloisons à partir du rétinaculum, OK, qu'on ne montre pas dans ce schéma-là, divisent la cavité en gouttières entre les os et la partie fibreuse euh, du rétinaculum. C'est pour ça qu'on parle de gouttières ostéofibreuses pour le passage des tendons des muscles fléchisseurs venant du compartiment postérieur de la jambe et destinés à la plante du pied. OK? Le libre passage des tendons des canaux est facilité par les gaines synoviales qui entourent les tendons. Donc, on a montré sur le schéma, on a montré le contenu. Mais chaque graine petit bagage est développé par une bande synoviale qui permet aux tendons de coulisser. OK?
Deux compartiments à la face postérieure de la malléole médiale sont destinés au tendon. Donc, ici, deux compartiments, il y a deux compartiments pour les tendons. OK? Pour les tendons du muscle tibial postérieur et du muscle long fléchisseur des orteils. Le tendon du tibial postérieur est en dedans et le tendon du long fléchisseur est en dedans du tendon du long fléchisseur des orteils. Donc là, on vous donne beaucoup de détails. Tandis que après, on va avoir l'artère tibiale postérieure accompagnée de ces deux veines satellites et en fin de compte, le nerf tibial et, et qui traverse le canal darsien pour rejoindre la plante du pied. Ils sont situés immédiatement en dehors des tendons du muscle tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. Alors là, on vous donne un tas de détails, OK, qui font que bah, là va être long, mais en fin de compte, on vous dit simplement que en avant et en dehors, vous avez les tendons musculaires, long fléchisseur et tibial postérieur. Ensuite, vous avez l'artère accompagnée de ces deux veines satellites. Ensuite, vous avez le nerf et pour finir, pour avoir le tendon du long fléchisseur de l'anus que vous voyez sur les schémas. OK? On avait eu un réticulum en arrière et en arrière et en dedans. Donc, le rétinaculum, ça retient ces structures pour ne pas sortir le fait effort. Et on doit avoir la même structure en avant, qui est le rétinaculum des extenseurs. OK? Vous avez deux rétinaculums en avant qui vont croiser les tendons des muscles extenseurs au niveau de la cheville et empêchent que les tendons prennent la corde de l'arc au cours de la flexion dorsale du pied. Donc, nous avons l'aimer, OK? C'est l'expression que les tendons prennent la corde de l'arc, OK? J'ai un schéma dans la diapositive suivante qui va vous montrer ce que ça veut dire. Vous avez donc le réticulum supérieur des extenseurs et l'inférieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux, les tendons prennent la corde de l'arc? Ici, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Bon, je n'ai pas trouvé le schéma au niveau, je n'ai pas trouvé de photo pour le membre inférieur, mais j'ai trouvé pour le membre supérieur, nous avons la même chose. Donc, le tendon, OK, devait être plaqué au niveau de l'os. Et c'est ça le tape fait. OK? Lorsque vous perdez votre rétinaculum et que on fait la flexion du doigt, le tendon ne va plus plaqué à l'os, il va devenir en avant. Et, et vous voyez sa forme, c'est comme qui dirait vous avez un arc. Donc, le bois de l'arc est ici et la corde est là. C'est pour ça qu'on dit que les tendons prennent la corde de l'arc, alors qu'ils devaient être du côté du bois de l'arc. C'est ce qu'on appelle prendre la corde de l'arc. Donc, ça veut dire que, pour revenir au schéma précédent, si ces rétinaculums n'existent plus, lorsque la personne va vouloir faire la dorsiflexion et, et tout tendon va le rejoindre en bas pour un, et vont vous donner un truc similaire au niveau. Je sais pas, est-ce que tout le monde a compris ce que ça veut dire qu'ils prennent la corde de là? Ça va? Tout le monde a compris? Non, monsieur, reprenez, s'il te plaît. Cathy. Cathy, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Cathy? Donc, en tout cas, Cathy, jeudi, tu iras au tableau pour qu'on puisse mieux comprendre ce schéma. OK, parce que ça, ce sont les limites, justement, du, euh, ce sont les limites du truc en ligne. OK? Donc, toujours pour plaquer les tendons au niveau des os. OK? En dehors, on avait vu qu'en dedans, c'était le rétinaculum des fléchisseurs. OK? En dehors, on va avoir le rétinaculum fibulaire. Donc, nous avons trois rétinaculums.
En dehors, le rétinaculum des fibulaires. OK? En avant, le rétinaculum des extenseurs. Et en dedans et en arrière, on a le rétinaculum des fléchisseurs. Toutes ces bandelettes fibreuses vont donc coller les tendons sur l'os pour éviter qu'ils fassent la corde de l'arc. Et nous avons les arches du pied. Donc, je laisse les arches du pied pour jeudi. OK? Et on verra ça de façon plus détaillée jeudi. Donc, je dis à tout le monde au revoir. On se verra jeudi. Donc, comme je vous l'ai dit, cette présentation a été enregistrée et je vais vous envoyer le lien sur ma chaîne, ce sera sur ma chaîne YouTube. Je vais envoyer le lien pour toutes celles qui me disent, oh, on n'a pas compris, vous parlez trop vite. Bon, OK, là, vous allez voir ça de façon plus détaillée. Donc, au revoir tout le monde et à jeudi pour voir toutes les parties que je ne pouvais pas bien expliquer sur la présentation en ligne.